Bonjour à tous, merci d'être des nôtres sur BB24. C'est l'heure de votre émission Week Echo. C'est au centre de la Chine, dans la mégapole de Wuhan, qu'est apparue l'épidémie du coronavirus pour la première fois en décembre 2019. À cette époque, à cette période, l'on était loin d'imaginer que cette crise sanitaire pourrait constituer aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale. 3 mois après son apparition, le virus Covid-19 passe d'une crise sanitaire à une crise mondiale. Les usines de l'automobile, de fabrication de smartphones, de produits manufacturés, tout nos ralentis. Le transport aérien est à l'arrêt, le tourisme international paie ses marques, l'industrie du sport, notamment du football, est touchée. Quels seront les impacts de cette pandémie sur l'économie mondiale, surtout africaine? 2 confrères seront sur ce plateau pour débattre du sujet avec moi. Et puis, sur ce même plateau, je reçois dans la rubrique Dossier de la semaine un acteur très engagé dans la lutte des droits des consommateurs. Avec lui, nous parlerons des avancées, s'il y en a, dans la protection des droits des consommateurs béninois. Je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre nos échanges avec lui dans quelques minutes. Bienvenue sur l'émission Week Echo. Si vous venez de nous rejoindre, l'acte 1 de votre émission porte la signature de Nadège Omoladesani, déjà en position pour nous présenter le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Les efforts des femmes intervenant dans la production agricole sont révélés au grand public à travers une foire agroalimentaire. Cette initiative de l'unité du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche marque aussi la célébration de la Journée internationale de la femme. Pendant 112 heures, différents produits seront exposés sur l'esplanade du dit ministère. Émeric Okupeli pour plus de détails. Les ananas en tranches conservés avec le jus d'ananas. Dame Badarou, du haut de ses 10 ans d'expérience dans la transformation et la commercialisation des produits locaux, participe pour sa 3e fois à cette foire agroalimentaire initiée par l'unité du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ceci pour célébrer ces braves femmes dans le cadre de la journée à leur dédiée. L'objectif de cette foire, c'est de faire la promotion de nos sœurs agricultrices du monde rural. Donc de montrer au public béninois les potentialités du secteur agricole. Cette foire nous permet d'acquérir de nouveaux clients, de faire connaître nos produits. Ici, ils sont donc une trentaine de forains à faire découvrir les produits locaux à base des filières promues par le MAEP à travers les projets et ses programmes. On y retrouve diverses transformations à base des céréales, des tubercules, des plantes, mais aussi de la pisciculture. Nous avons jugé bon de promouvoir tous les mets à base de maïs au Bénin. Si nous voulons rester dans le cadre de la Miss-Gueule, vous avez le bokou, le popcorn. Si c'est pour passer à table vraiment, vous avez le hablo, vous avez du amiwa, vous avez du abla, vous avez quoi encore? L'instant de quelques jours, les participants à cette foire agroalimentaire profitent pour faire leur chiffre d'affaires et augmenter leurs revenus sans pour autant rien débourser. On ne nous demande aucun franc. On nous fait toute cette organisation gratuitement. Ils ne sont pas sélectionnés en l'aide, donc on a fait appel à nos différents projets pour qu'ils nous fournissent les noms, les références et autres de quelques forains qu'ils appuient avec les secteurs dans lesquels ils interviennent. Pour l'édition 2019, voici l'un des produits révélés, le vin naturel à base de maïs. C'est le martini du Bénin. 4 jours de bonheur donc où la population est invitée à venir encourager l'effort féminin afin de maintenir le sourire aux lèvres des forains à l'issue de cette foire. Le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection
protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire national. Quelles sont les manifestations de la maladie? Quel traitement permet de venir à bout du mal? Olivier Aklakou et Marianne Bossemedi nous éclairent. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancers. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Vous remarquerez des graffitis sur un long mur d'environ 1 kilomètre à Zongo. C'est l'œuvre de Effégraphe, une association de jeunes artistes, peintres, dessinateurs et graffeurs qui utilisent l'écriture murale comme canal pour s'exprimer en toute légalité. L'art du graffiti est en vogue et crée une ambiance chaleureuse dans la ville de Cotonou. Edwige Agossou, Perspective Tossa. Ils peignent les murs par passion et par amour de l'art. Le graffiti, c'est ce qui réunit ces jeunes. Parés de bombes de peinture, ils transforment ce mur d'1 kilomètre pour passer un message dans une ambiance festive. Alors le graffiti, ça sert à communiquer essentiellement, à passer des messages, à sensibiliser. Ça peut embellir un espace public comme un espace privé. En fait, c'est de l'art qui se met à la disposition des gens. Des fois, ça peut être juste la signature de l'artiste. Donc, une manière à l'artiste de vous dire qu'il est là, qu'il existe. Et aussi, ça peut être utilisé pour sensibiliser. Des messages qui varient d'un artiste à un autre. Ici, le thème choisi est Horizon 2050. Un thème futuriste qui inspire un retour aux sources. Alors, derrière moi, on a une illustration et un lettrage combinés dont la signification est Kondo le requin. C'est un hommage que je rends en fait à Kondo le requin, le roi Béanzin, qui a farouchement défendu
son peuple. Qu'il soit un art ou un acte de vandalisme, l'énigme n'est plus à élucider. La présence de ces tags sur les murs de l'OCBN colore la ville. Autrefois masculin, le graphe devient plus ouvert et accessible aux femmes. On a formé une soixantaine de jeunes filles. C'était un atelier uniquement réservé aux filles où on leur a donné des techniques de base pour pouvoir aborder la discipline. Et je dois vous dire que sur ce mur, il y a des fresques qui ont été faites par ces filles-là. À sa finition, il promet d'être le deuxième plus long mur de graffiti au monde. Mais pour le moment, c'est un studio photo géant. Ce qui, pour ses créateurs, est un signe de gratitude. Moi, pour ma part, je suis content de voir les gens poser devant nos œuvres. Ça montre que le Béninois commence à s'intéresser à l'art. Et c'est carrément un plaisir pour moi de voir après les photos circuler sur les toiles et de voir le mur mettre en valeur par les Béninois, les jeunes Béninois. Voilà. Nous qui sommes pionniers du graphe sur place, nous avons un devoir. C'est de faire en sorte de devenir des exemples pour que d'autres personnes puissent embrasser la discipline. De la demande, il y en a déjà à voir toutes ces images qui abondent les réseaux sociaux et ces prestations dans les rues. L'association Effet Graphe, composée de jeunes Béninois, fait du graffiti un art d'avenir. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Wikeko continue avec Patrick Adjagoudjou. À présent, faisons un tour d'horizon de l'actualité économique relayée par les canards. C'est la revue de presse économique. Elle est signée Stanislas Limpon. Amis de la revue de presse économique, bonjour et bienvenue. Démarrons cette revue de presse hebdomadaire par les impacts du Covid-19 sur l'économie. Matin Libre écrit à sa page 9 que le tourisme est plus que jamais affecté par le coronavirus. Le journal rapporte que le nombre de touristes dans le monde devrait baisser de 3% en 2020 selon les premières estimations de l'Organisation mondiale du tourisme. Pour la région Asie-Pacifique, par contre, la baisse déjà à 9% devrait monter à 12%, ce qui devrait se traduire par une perte estimée de 30 à 50 milliards de dollars en dépenses de touristes. Le journal poursuit en mentionnant qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'économie touristique de l'Asie qui s'effondre. L'Italie, la France, l'Allemagne sont devenus également infréquentables. Pour s'éviter cette lourde perte économique, le Bénin est aux aguets comme un lion dans sa tanière, annonce la priorité. Le journal met à sa une mesure préventive contre le coronavirus. On continue toujours en alerte. Selon le Canard, l'État béninois multiplie les actions pour circonscrire le mal. Pendant ce temps, comment se porte le climat des affaires au Bénin ? Il connaît une amélioration et pour cause, les réformes se multiplient. Fraternité partage l'une d'entre elles et affiche à sa une la demande du permis de construire dématérialisé. Le Canard explique que la plateforme permis de construire.gouv.bj est désormais accessible. Grâce à cette révolution numérique, 6 procédures sont réformées sur un total de 14 pour l'obtention du permis de construire. C'est aussi une vingtaine de jours gagnés en termes de durée et 427 000 francs CFA de moins pour le demandeur, clarifie le quotidien du service public La Nation sur son site internet. Pour Matin Libre, cela sonne la fin des tracasseries liées à la paperasse, aux multiples allers-retours pour les futurs propriétaires d'immeubles. Parlons à présent du marché de l'emploi avec l'économiste. Marché du travail au Bénin, la politique nationale 2019-2025 de l'emploi adoptée titre le journal. L'objectif de la politique est de réduire de moitié d'ici 2025 non seulement le taux de chômage estimé à 2,3%, mais aussi celui de sous-emploi au niveau de la population active. Ce qui fait dire au Canard que l'impact à attendre sur l'indice de développement s'annonce très renforçant. À travers cette politique adoptée,
Bénin Intelligent voit déjà la bombe du chômage des jeunes désamorcée à l'horizon 2025. Le quotidien va plus loin et ajoute que pour l'implémentation efficiente de cette politique, l'État béninois privilégie l'approche d'une intervention globale visant à agir de façon systématique et volontaire sur tous les déterminants et facteurs qui conditionnent directement ou indirectement le relèvement du niveau de l'emploi. Terminons cette revue de presse économique par la nouvelle stratégie de mobilisation des ressources pour les communes au Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, met en service des guichets uniques dans 12 communes. Nous apprend la priorité qui y trouve un outil efficace. Selon le Canard, ces guichets uniques visent à favoriser l'accroissement des recettes non fiscales des communes bénéficiaires à travers un meilleur suivi et une meilleure sécurisation des flux financiers. Fin de cette revue de presse économique. Patrick Adiagodjou, à la prochaine. Merci à vous, Stanislas Lecon, pour nous avoir offert un bref aperçu de l'actualité économique relayée par la presse écrite. On installe à présent le plateau de décryptage. Je le disais à l'entame de votre émission Week Echo, le coronavirus a mis à genoux l'économie de plusieurs pays dans le monde entier. Des mesures drastiques sont prises pour contrer la pandémie. Fermeture d'écoles, de grandes sociétés et firmes internationales. L'Arabie Saoudite suspend l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque. Bref, de nombreux secteurs économiques sont paralysés et les marchés financiers dégringole. Jusqu'où peut nous conduire le coronavirus? Justement, pour parler des impacts du Covid-19 sur l'économie mondiale, je reçois sur ce plateau deux journalistes. Aaron Akinocho, journaliste, est avec nous sur ce plateau. Bonjour Aaron. Bonjour Patrick. Plaisir de vous revoir. Plaisir. C'est d'ailleurs la première fois on vous reçoit sur les plateaux de BBV4. Oui, tout à fait. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi aussi d'être là. Également sur ce plateau, lui n'est plus à présenter, James William Baguidi, journaliste à l'Office de radiodiffuseur et télévision du Bénin, ORTB. Bonjour, James. Bonjour Patrick et bonjour à tous les téléspectateurs. Je reste avec vous pour dire les avis divergent quant à l'impact que la crise du coronavirus a et aura sur l'économie mondiale, surtout africaine. Vous, en tant que journaliste internationaliste, spécialiste des questions internationales, quel est votre avis? Je ne sais plus si les avis divergent beaucoup, parce que le coronavirus démontre sa nocivité, non pas seulement pour les personnes qui en sont atteintes, mais surtout et encore plus pour l'économie. Et si l'économie mondiale est touchée, par voie de conséquence, l'économie des pays africains sera touchée. Et d'ailleurs, l'économie des pays africains, elle est déjà touchée. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie vis-à-vis du monde. Et le continent africain a de nombreuses relations, notamment avec la Chine, qui est le premier foyer de l'épidémie de Covid-19. Et depuis que la Chine est entrée donc, dans cette crise-là et qu'elle a décidé de se barricader, de se fermer, en tout cas en partie au monde, l'économie des pays africains a commencé à s'en ressentir. Plus encore maintenant que les principaux clients de la Chine, qui sont européens, qui sont américains, sont à leur tour touchés par le Covid-19 et qu'en conséquence, toute l'économie mondiale s'en ressent parce que le pétrole s'en ressent, les circulations des personnes commencent à être drastiquement restreintes et dans une situation mondiale où des crises internationales du genre de celles qui se déroulent en Syrie et dans d'autres régions comme l'Afghanistan, le Pakistan et bien d'autres continuent d'apporter des problèmes, des soucis, en tout cas des motifs d'inquiétude. Il est clair que le Covid-19 n'est pas une personne et que l'économie du continent africain ne saurait être épargnée. Oui. On retient de ce premier point de vue que l'économie mondiale est touchée, l'économie mondiale est au ralenti.
Aaron Akinocho, les effets du coronavirus font craindre une déroute de l'économie mondiale. Est-ce que vous, personnellement, vous entrevoyez déjà les répercussions macroéconomiques du coronavirus sur l'économie mondiale? Oui, un peu. En fait, le problème avec le corona, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'il ira. Alors, jusque-là, Bloomberg évalue les pertes à 2,7 trillions, donc 2700 milliards de dollars. À titre de comparaison, le PIB du Bénin, c'est autour de 10 milliards de dollars. Tout à fait. Donc, c'est une véritable déflagration. Au-delà de la maladie elle-même et de la paralysie qu'elle suscite, aujourd'hui, ce qui inquiète, ce sont les effets secondaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde subit une crise pétrolière depuis bientôt une semaine. Et c'est un effet induit du coronavirus, puisque le principal consommateur de pétrole au monde, c'est la Chine. Oui. La demande baissant, les producteurs sont obligés de s'adapter. Et il y a donc une mésentente entre l'OPEP et la Russie. Et donc là, on est dans une guerre des prix. Le prix du pétrole a totalement baissé et avec un impact direct sur les économies africaines, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la première économie africaine, le Nigeria, est essentiellement un exportateur de pétrole. Donc aujourd'hui, le monde est en train de prendre de plein fouet, pour ne pas verser dans le catastrophisme. Avant-hier, les bourses ont dévisé, on a parlé d'un crack boursier, non, je crois que ça c'était hier. Les bourses ont dévisé, on a parlé d'un crack boursier. Donc aujourd'hui, l'impact du coronavirus va au-delà de la sphère juste sanitaire et même, je dirais, limite de la sphère juste purement économique, puisqu'il y a plein de secteurs induits qui sont atteints. Si on s'en tient à cette chute de votre avis, on sait que la Chine est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire économique mondiale. La Chine est complètement à l'arrêt, la Chine ne tourne plus. Plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Amérique ne savent même plus à quel sein se vouer. Même en Europe, l'Italie est complètement coupée du monde. La France est en alerte maximale. Et doit-on s'attendre prochainement à une récession économique? Alors, le mot récession est sorti hier. Et c'était parce que la Banque centrale européenne a annoncé des mesures, mais pas celles que les marchés attendaient, puisque les marchés s'attendaient à ce que la Banque centrale coupe un peu ses taux directeurs. Ce qui aurait été compliqué puisque les taux sont 0 au plus bas, donc 0 et moins 0,75. Donc ces mesures n'ayant pas été prises, pour la première fois, on commence à parler de récession. Mais une chose est certaine, c'est que si l'économie ne tourne pas, si un pays comme les États-Unis, qui dépend pour 2/3 de ses importations de puces électroniques de la Chine, pour l'Europe c'est la moitié, n'arrive pas à avoir ces puces, si des événements majeurs comme les salons du jeu vidéo ou de l'automobile sont annulés, si l'économie ne tourne pas, oui, en fait, le spectre de la récession, il est là. Il est là. Je me tourne vers James William Baguidi. Ma question à vous, quels seront les secteurs économiques au plan mondial qui seront paralysés si aucun vaccin n'est trouvé pour empêcher la progression du Covid-19? De toute façon, la recherche de vaccins pour une maladie qui apparaît dans les délais aussi courts, la recherche de vaccins ne peut pas être automatique. Il y a un temps normal, il y a un temps légal même pour produire un vaccin et pour le mettre sur le marché. C'est plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et si on ne trouve pas contre le Covid-19 sera trouvé, soit mis en circulation. De toute façon, ce qui est certain, on ne trouvera pas de vaccin avant les prochains mois. Et dans cette circonstance-là, et au regard de l'évolution de cette maladie, qui peut être transmise par des porteurs qui ne développent pas encore les symptômes, tout à fait. On peut être particulièrement inquiet. Puisqu'on ne trouvera pas de sitôt, les secteurs qui seront les plus touchés, ce sont les secteurs dans lesquels les personnes pensent qu'il faut prendre le plus rapidement des mesures. Le premier secteur, c'est le tourisme international, et vous l'avez vu, les compagnies aériennes annoncent à la chaîne même des faillites ou des fermetures de lignes aériennes. Et dans ces conditions-là, bien entendu, ce sont également les grandes firmes de production d'aéronautique qui également vont souffrir de cela. Boeing a déjà annoncé des pertes colossales, Airbus également en annonce, Embraer et bien d'autres vont en annoncer. Et il y a l'industrie du spectacle qui doit souffrir parce que partout où il y a de la promiscuité, le risque de contraction du virus est élevé. Et vous avez constaté que la plupart des championnats européens sont désormais suspendu, les championnats de football notamment, et même c'est tout le sport européen qui est désormais mis sous cloche, parce qu'on sait très bien qu'au moment où il y a de la
promiscuité, la transmission du virus, elle peut se faire de façon très rapide. Et maintenant, on sait très bien qu'il y a également un problème en Europe. La population européenne, elle, est plutôt vieillissante. Et le Covid-19 fera plus de victimes en Europe. Et d'ailleurs, on l'a vu, on le voit déjà en Italie. Le Covid-19 fait plus de victimes en Italie que, en tout cas, proportionnellement à la population atteinte, qu'il en a fait en Chine. Et donc, cette situation fait que l'Europe qui craint de devoir être une victime trop fragile vis-à-vis du virus, prend des mesures drastiques. La France a annoncé la fermeture des écoles et des universités. C'est une mesure exceptionnelle. Le président français parle de la plus grave crise sanitaire. Parle même d'une bascule économique. Un siècle. Et oui, dans ces conditions, bien entendu, c'est l'économie qui en souffrira. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin pour sauver le monde du coronavirus, c'est de revenir à l'âge de pierre, c'est-à-dire à une époque où on ne circule pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de contacts. Vous pensez que c'est possible? Non, on ne peut pas y revenir, bien entendu, on ne peut pas y revenir. Très bien. Mais ça aurait été une bonne solution pour le Covid-19. Le coronavirus, chers téléspectateurs, peut-être que vous ne le savez pas, poursuit sa progression dans le monde et touche plus d'une quarantaine de pays à ce jour. Le continent africain n'est pas épargné. Aaron Akinosho, pensez-vous que l'Afrique va souffrir de cette pandémie, des conséquences de cette pandémie, si les puissances économiques mondiales n'arrivent pas à s'en sortir? Oui et non. Oui et non. Ma réponse serait peut-être un oui et peut-être. Alors, du point de vue sanitaire, jusque-là, on semble avoir été préservé. Oui. Et ça reste quand même une énigme du point de vue scientifique. Certains l'expliquent pas. Il y a des cas confirmés en Afrique. Bien sûr, mais il n'y a pas encore de propagation. Certains l'expliquent pas la température. Je ne sais pas si cette explication est valable. Donc, je me permets pour l'instant de mettre le risque du point de vue médical sous cloche. Mais une chose est certaine, c'est que nous allons payer un tribut économique effrayant. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique. Oui. Ce qui veut dire, tout à l'heure, James n'a pas abordé ce secteur-là, mais le secteur des matières premières sera impacté. Tout à fait. Tout ce qui est métaux qui va vers la Chine est aujourd'hui à l'arrêt parce que la Chine, c'est c'est l'atelier du monde. L'atelier ne tourne plus, donc nous n'avons pas de débouché pour ça. Mais ce qui fait le plus peur, c'est la crise pétrolière induite. Je le disais tout à l'heure, le Nigeria est la première économie d'Afrique. Le Nigeria est dépendant du pétrole. À la fin de l'année dernière, ils avaient établi sur un pétrole à $57 pour évaluer leur budget. Aujourd'hui, le pétrole est à $34-35 pour ce qui est du Brent et du pétrole. Donc, le budget est à revoir entièrement. Et donc, ça aura un impact. Quand je prends un pays comme le Congo, par exemple, qui a une dette très forte, qui est endettée à hauteur de 85% environ de son PIB, avec des dettes cachées, et qui doit rembourser, quand le pétrole tombe à ce niveau-là, c'est une restructuration du budget avec un service de la dette qui est de plus en plus lourd. Quand on prend deux pays, par exemple, l'Algérie et le Soudan, qui aujourd'hui sont en proie à des contestations, la crise au Soudan, bien que ce soit une crise du pain, c'est aussi une crise du pétrole, donc c'est une crise des devises. Quand on prend ces deux pays-là, on se demande qu'est-ce qui va en advenir. Donc, ne vous y trompez pas, l'Afrique sera peut-être épargnée du point de vue sanitaire. C'est ce qu'on souhaite, mais du point de vue économique, nous allons payer un tribut très lourd. Vous avez un mot sur cette question? L'Afrique sera-t-elle épargnée? L'Afrique ne sera pas épargnée, mais je ne suis pas aussi... Mais elle va en souffrir. Je ne suis pas aussi catastrophique, je ne suis pas aussi pessimiste que pourrait l'être Aaron. Je pense que l'Afrique étant un peu en marge de l'économie mondiale, dans une certaine mesure, l'Afrique va ressentir l'impact proportionnellement à sa participation à cette économie mondiale. Nous avons toujours voulu que l'Afrique ait une part importante dans le commerce international. Et pourtant, voilà des circonstances qui nous montrent que ne pas être non plus toujours très présent il peut y avoir des moments où c'est utile à quelque chose. Quoi qu'il en soit, bien entendu, les pays africains vont en souffrir, mais je constate aussi que depuis quelques jours maintenant, le niveau de l'épidémie, la propagation de l'épidémie en Chine est en recul. La Chine a déjà autorisé, le gouvernement chinois a autorisé des entreprises au cœur même du centre épidémiologique à commencer à rouvrir à Wuhan. Et vous savez, la Chine va essayer de redémarrer très vite
pour ne pas entrer en récession ou du moins pour limiter les effets de la récession économique que provoque le coronavirus. Et étant donné que l'Afrique fait partie des principaux fournisseurs de la Chine en termes de matières premières, l'Afrique peut espérer qu'au moment où la Chine redémarre et au moment où l'épidémie commence à arriver sur le continent, qu'il n'y ait pas un impact très important de ce point de vue-là. Je voudrais avoir votre avis sur, je ne vous coupe pas, je voudrais avoir votre avis sur cette dynamique du Nigeria qui, on a appris récemment que le Nigeria décide d'interdire l'importation des désinfectants pour permettre la production locale. Est-ce que c'est une manière de profiter du coronavirus? Pour moi, c'est une mauvaise manière d'essayer de profiter du coronavirus. Ils ne profiteront pas de cette occasion-là, en tout cas, ils n'en tireront pas bénéfice. Cette décision ne peut pas permettre au Nigeria d'avoir une rentrée de devises en produisant mieux les désinfectants, parce que ce n'est pas au moment où la crise est déjà déclarée, au moment où il faut maintenant mettre ces désinfectants à la disposition du public qu'il faut en interdire l'importation. Je pense même que le monde entier est aujourd'hui en manque de cette matière-là, et que si le Nigeria en produit en grande quantité, il a la possibilité de l'exporter. Et donc pas besoin d'interdire ce qui est importé. Pas besoin d'interdire. Aaron Akinosho, vous êtes d'avis avec James William Bagidi? Oui, mais en fait, il faut essayer de voir quelle est la dynamique derrière cette interdiction. Et encore une fois, je reviens au pétrole. Le Nigeria est aujourd'hui obligé de revoir son budget. Alors, il a des réserves de change, mais ces réserves avaient déjà été affectées par la crise de 2015. Donc aujourd'hui, la priorité pour le Nigeria, c'est d'empêcher les sorties de devises. Donc du coup, ils se disent qu'en bloquant cette sortie de devises, donc cette devise utilisée pour importer ces désinfectants-là, ils parviennent à garder quelques devises. Mais je trouve, comme dit James, que c'est un très mauvais calcul parce que, on ne sait pas aujourd'hui quel est l'état de la production locale. Est-ce qu'elle peut répondre à la demande d'une population de plus de 150 millions d'habitants? Donc moi, je pense que c'est une mauvaise mesure. Elle est en fait, c'est une mesure cosmétique qui ne sert à rien. Une dernière question pour finir ce plateau, le plateau d'entretien. 12 milliards de dollars, c'est le montant promis par la Banque mondiale pour tenter de contrecarrer la progression du coronavirus dans les pays pauvres. Je vous pose cette question, vous deux. Sur quel levier économique ces pays dits pauvres peuvent agir pour contrer la crise, en quelques mots? Ce que la Banque mondiale débloque comme fonds, c'est surtout pour l'investissement dans le domaine de la santé. Parce que oui, c'est dans ce domaine-là qu'il faut déjà préserver la population. Ce n'est pas pour relancer l'économie des pays. Parce que 12 milliards de dollars pour relancer l'économie des pays africains, des pays pauvres, je trouve que ce serait ridicule de nous dire que c'est pour l'économie, mais c'est pour trouver les moyens d'éviter la propagation. Quand je dis levier économique, on peut profiter de ce montant, de ce fonds pour construire des hôpitaux, des centres de santé. Bien sûr, ce sera pour construire des hôpitaux, pour mettre à disposition des centres de santé existant déjà des moyens pour la lutte contre l'épidémie. Mais ce ne sera pas suffisant, en tout cas, de mon point de vue. Il faudra que les États investissent. Mot sur la question. Oui, moi, ça m'a fait sourire parce que j'ai rapidement fait une opération, 12 milliards de dollars pour les pays pauvres, dans les pays africains, avec une population de 1 milliard de personnes. C'est 12 dollars par personne, donc c'est à peu près 10 000 francs CFA pour se soigner, je trouve. En fait, c'est un effort. Ça va dans un certain sens, mais ça montre encore une fois que quand la crise vient, l'Afrique n'est clairement pas la priorité, parce qu'on parle de perte sèche pour l'économie de 2700 milliards de dollars, qu'on nous en donne 12 milliards pour nous dire allez vous soigner. Merci. Chacun jugera. Merci à vous, Aaron Akinosho. Merci à vous, James William Bagidi. Chers téléspectateurs, ils ont opiné sur la problématique. Quel impact sur l'économie mondiale du coronavirus? Vous les avez entendus. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité, de votre attention. Nous allons passer à un autre plateau. C'est le plateau du dossier de la semaine. Ce dimanche 15 mars, le monde entier célèbre les droits des consommateurs, droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir et droit d'être entendu. Au Bénin, les droits des consommateurs sont-ils protégés? Peut-il y avoir de la production sans consommateurs? Et s'il n'y a pas de consommateurs, peut-on parler d'économie? Autant de questions à aborder dans la rubrique Dossier de la semaine avec notre invité. Mais avant, suivez ce reportage que nous propose Émeric Okupelie. Vous savez, le droit des consommateurs est aussi vieille que l'humanité. Elle est aussi vieille qu'on ne l'imagine.
La Journée internationale des droits des consommateurs est née le 15 mars 1962, date où le président des États-Unis d'alors, John Kennedy, fit sa déclaration lors du Congrès américain sur la nécessité de protéger les consommateurs. Depuis lors, chaque 15 mars est devenu une occasion annuelle pour célébrer l'influence et la solidarité internationale des associations des consommateurs. Notre organisation est membre de Consumers International et c'est cette organisation internationale qui a plaidé au niveau des Nations Unies pour que cette journée soit retenue. Et les Américains étaient les premiers au monde à commencer à parler de la protection des consommateurs en faisant adopter par le Congrès américain 4 lois. Célébrer la journée des consommateurs est devenu un moyen de protéger leurs droits et de s'assurer qu'ils ne sont pas victimes d'abus de marché ou d'injustices sociales pouvant porter atteinte à leurs droits. Nous sommes face à un danger. Et le consommateur au cœur de ce problème, il est la solution. Pourquoi? Ce sont les consommateurs qui consomment. Ce sont eux qui demandent à l'industrie ce dont ils ont besoin. Donc, si nous voulons que la planète continue d'exister, de vivre et de permettre une certaine régénérescence, que nous continuons à avoir de l'eau potable à boire, on doit revoir notre mode de consommation. Au Bénin, les droits des consommateurs ont fini par être reconnus après de nombreuses luttes. Et ceci à travers la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur. Mais force est de constater que la mise en application de cette loi souffre. La loi reste aujourd'hui une loi. Les tests d'application n'ont pas été pris. 2007, 2020, 13 ans. Que le Bénin s'est doté d'une loi, mais qui est restée une loi. Ce qui limite le marge de manœuvre des organisations de consommateurs. Mais nous devons profiter de l'occasion pour préciser qu'une organisation de consommateurs n'est pas là pour supplier au rôle des structures régaliennes qui existent. Nous ne sommes pas une structure de contrôle, nous ne sommes que dispositifs d'alerte. Et nous sommes là pour accompagner l'État à mettre en place, à faire respecter les normes de bonnes pratiques en termes commerciaux. L'environnement est au service de tous les consommateurs. C'est pourquoi chaque année, la thématique rôde autour de la consommation durable. La consommation durable veut dire simplement une production de biens et services pour la génération d'aujourd'hui et demain. Ce sont les questions qui interpellent aujourd'hui les gouvernements, qui interpellent la société civile, qui interpellent l'industrie. Donc le consommateur durable est ce consommateur-là qui change de mode de consommation parce que quand il va sur le marché, il demande à avoir les produits bio, les produits durables. À l'instar des autres journées internationales, les associations des consommateurs plaident pour une attention un peu plus particulière sur le 15 mars. Et voilà, nous allons parler des droits des consommateurs béninois avec notre invité Robin Akromessi, qui est déjà sur ce plateau. Il est le président de l'association de la Voix des consommateurs. Robin Akromessi, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'accepter de venir nous parler des droits des consommateurs. Rodrigue Babagbeto, déjà bien installé sur ce plateau pour conduire cet entretien. Bonjour Rodrigue. Bonjour Patrick Adjagbodjo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En ce jour, la communauté internationale célèbre les droits des consommateurs. Robin Akromessi, avec vous, nous éclairons les Béninois sur leurs droits en tant qu'agents économiques efficaces pouvant contribuer au développement économique du pays. Alors, je suis tenté de vous demander, des années déjà que vous vous investissez dans la défense des droits de consommateurs, diriez-vous aujourd'hui que vous voyez vos actions porter des fruits? Je vous salue déjà pour cette démarche qui permet aux consommateurs de bénéficier de cette émission ce 15 mars 2020. Et je puis dire que si n'y avait pas eu cette journée de la part des médias publics, vous savez ce que ça aurait fait? Ça nous aurait rappelé l'article 4 de la loi 2007 portant protection du consommateur, 21, oui, qui dit qu'en fait, l'État a l'obligation de trouver les moyens pour protéger les consommateurs. Et donc, je vous félicite pour ça. Ça veut dire que l'État a fait déjà une partie. Merci, Robin Akromessi. Et nous allons dire qu'aujourd'hui, le thème qui est en train d'être célébré, c'est le consommateur
durable. Bien sûr. Pour ne pas dire le consommateur responsable, parce que c'est une relation de cause à effet. Oui. Et donc, si nous continuons et que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons espoir que les choses vont s'améliorer davantage. Davantage. Donc, il y a eu déjà une certaine amélioration, direz-vous? Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? En fait, est-ce que, au fond, les droits des consommateurs sont protégés au Bénin? On ne peut pas dire que les droits des consommateurs ne sont pas protégés, mais on pourrait dire que ce n'est pas suffisamment bien protégé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de tests qui ont été pris. Et vous avez entendu le commentaire de l'un de mes collègues, par exemple, le président Pouéou, qui disait que la loi 2007-21 a été votée à l'Assemblée, mais malheureusement, il n'y a pas eu de décret qui a été pris. Ça veut dire quoi? Il y a eu cette volonté de montrer que l'État fait son travail, mais dans le même temps, l'État semble un peu lent dans la mise en œuvre de cette loi et dans le respect de cette loi. Vous m'excusez, vous parlez de l'État, mais je m'en tiens à vous. Oui. Vous, président de la Voix des consommateurs, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour impacter la lutte des droits des consommateurs? Nous allons vous rappeler les 2 dernières actions que nous avons faites, pour ne pas dire les 3 dernières, déjà en cette année 2020. La toute dernière a été l'action zéro toxine dans les plats de nos enfants. En fait, nous avons organisé une dégustation des produits agroalimentaires locaux, normés, pour montrer à nos concitoyens consommateurs qu'il est possible de s'alimenter sain. Les valeurs, les ressources endogènes que nous avons, la biodiversité que nous avons ne s'est pas encore dissipée totalement. Et donc, dans nos écoles, au lieu de continuer de livrer nos enfants en pâture au cancer, au diabète, à l'hypertension et autres, nous avons bien la possibilité d'accompagner les responsables d'école pour nourrir autrement nos enfants. Faites le tour de nos écoles. Vous verrez aujourd'hui... La deuxième action? La deuxième action, pour ceux qui ont bien suivi sur les réseaux sociaux, il y a une banque qui, à partir d'un moment donné, ne respectait aucun des droits de leurs clients. Vous imaginez que vous allez prendre des cartes bancaires pour lesquelles on ne vous délivre pas toutes les informations? Oui. Et c'est lorsque vous commencez par utiliser la carte bancaire que vous rencontrez des difficultés, on ne vous dit même pas quel est le modus operandi. Exactement. Quel est le modus operandi pour que, en cas de difficulté, vous puissiez rentrer dans vos droits. On ne vous explique rien. Et c'est là qu'on commence par vous faire vivre la croix et la bannière. Difficilement, vous avez accès à votre relevé de compte bancaire. Et donc, nous nous sommes dit, quitte à nous retrouver en justice, nous avons balancé une salve par rapport à tout ce que nous avons dénoncé là. Et nous avons dit, cette banque, si par rapport à ce service, elle ne change pas, eh bien, nous sommes prêts à faire face à toutes les issues. Et quelle a été l'issue finalement? Très bien. Mais l'issue, c'est que la première chose, il nous a invités à une séance de travail que nous avons eu avec nos collaborateurs. Nous leur avons remonté de façon plus ferme ces plaintes et les dysfonctionnements. Elle sait désormais qu'elle doit les corriger. Et nous leur avons dit, par la même occasion, ce n'est pas seulement cette banque. Il y a beaucoup d'autres qui se comportent pareillement. Et nous sommes en train de préparer aussi des communications. Il n'y a pas ce jour où nous ne communiquons pas sur les réseaux sociaux parce qu'il faut le rappeler, notre première mission, c'est d'informer, c'est d'éduquer. Nous ne sommes pas l'État qui a le pouvoir régalien. Pour être le gendarme derrière les structures, ce que nous pouvons faire, c'est tirer la sonnette d'alarme lorsque nous sentons que les intérêts socio-économiques des consommateurs sont très menacés, et c'est ce que nous faisons régulièrement. D'accord, vous tirez la sonnette d'alarme, mais on sent tout de même que le Béninois n'est pas toujours conscient de ses droits, non? Ça, c'est un gros problème. Excusez-moi, mais globalement, vous savez, nous les humains sur la planète, nous sommes des moutons de panneuge qui sont menés par les politiciens comme bon leur semble. Nous avons suivi tout à l'heure parler de coronavirus. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres questions derrière. C'est vraiment quoi ce qui menace la planète? D'ici quelques jours, certainement, des vérités. C'est un virus qui tue, des vérités vont sortir. Qui bloque l'économie. Des vérités vont sortir et vous les verrez. Et donc, nous pouvons vous dire que lorsque nous, en tant qu'organisation de consommateurs,
nous nous engageons dans des actions, nous avons besoin que le consommateur commence par se dire où sont mes intérêts. Est-ce que vous les éduquez? Quand vous nous offrez vos plateaux, nous n'hésitons jamais à venir. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est d'informer, c'est d'éduquer. Et les canaux de communication, c'est ceux qui sont les vôtres, c'est ceux qui sont les réseaux sociaux aujourd'hui que nous utilisons. Parfois, nous faisons des communications de contact direct en entrant dans la rue et nous le faisons avec les moyens de bord que nous avons. Mais vous savez, aujourd'hui, en principe, chaque média béninois devrait nous offrir par semaine au moins un espace pour venir éduquer le consommateur. Pourquoi parce que ça la doit être un répétition... devoir? C'est un devoir? Pourquoi? C'est un devoir? C'est un Pourquoi devoir. c'est un devoir? Parce que vous êtes nos premiers partenaires en matière de protection du consommateur. Et deuxièmement, votre mission, c'est d'informer. Dites-nous. Votre mission étant d'informer, eh bien, si nous travaillons en partenariat, en parfaite intelligence, nous atteindrons ensemble cet objectif qui est d'informer convenablement le consommateur. Alors, excusez, j'ai une question pour votre invité. Quand je suis consommateur et que je me retrouve dans un supermarché, je touche un produit, quels sont mes droits de consommateur pour savoir que ce produit respecte toute la chaîne pour que j'en bénéficie pleinement, sans être touché, victime, maladie et tout ce que je sais? Le premier droit auquel vous pouvez faire référence, c'est le droit à la sécurité. De ce produit? La sécurité que ce produit peut vous conférer. Très bien. Parce qu'en tant qu'utilisateur de ce produit, le processus de fabrication de ce produit, tout ce qui peut être lié globalement à ce produit ne doit pas menacer ni votre santé, ni votre vie, ni votre équilibre financier. Ça veut dire que celui qui est venu vendre ce produit doit en avoir une certaine expertise. Celui qui a fabriqué ce produit doit en avoir une expertise. Et celui qui répond de ce produit d'abord, c'est celui qui le vend. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à vous informer suffisamment. Le deuxième droit, le droit à l'information. Il doit vous donner tous les détails qu'il faut. Ce produit vient d'où? Il a été fabriqué quand? Il se périme quand? Quels sont les ingrédients qui sont contenus dans ce produit? Comment est-ce que vous devez utiliser ce produit en cas de difficulté? Quel est le numéro auquel vous devez vous adresser, le contact auquel vous devez vous adresser pour qu'on puisse venir en assistance à vous? Mais Robert Akombessi, force est de constater que lorsque des gens sont victimes de cette idée, ou du moins de ces actions, de cette défaillance voilà, du produit, ils n'ont pas tout de suite à l'idée d'aller porter plainte, ou ils ne savent pas tout de suite que c'est un de leurs droits qui est bafoué. Et pourtant on a plusieurs associations œuvrant pour les droits des consommateurs. Et au finish, est-ce qu'on n'a pas l'impression que rien n'est fait? Je rappelle encore l'article 4 que je vais peut-être... Oui, l'article 4 existe certes, la loi existe certes, mais la population, le consommateur, il doit être au courant. Il doit être au courant pour savoir... Vous savez pourquoi on est fiers de vous sur le plateau? Parce que vous êtes de bons journalistes. Parce que vous avez été bien formés, parce que vous venez avec de bonnes informations. Si nous étions venus sur un plateau et que vous n'aviez pas de la matière, eh bien, l'invité se dit, bon, il est le patron du plateau, il gère le plateau comme il veut. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire que le consommateur doit être aussi bien formé que vous, aussi bien informé que vous en la matière de la consommation, parce que quand il n'a pas cet éclairage-là, il ne peut pas faire un choix responsable. Et nous allons vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a une loi qui a été prise en matière d'éradication des sachets, d'utilisation des sachets, pour que nous ayons plus de sachets biodégradables. Bien sûr. Qu'est-ce que ça doit avoir comme réaction chez les consommateurs? En principe, le consommateur doit se dire, à chaque fois que je contribue à utiliser un sachet plastique qui pollue les mers, qui pollue les fleuves, eh bien, je suis en train de tuer la flore marine, je suis en train de tuer la faune marine, et les poissons ingèrent ces plastiques. Finalement, ça me revient en termes d'aliments que je consomme. En fait, ce n'est plus de l'aliment, ça ne vous apporte aucun bien sur la santé. Donc, finalement, c'est source de plusieurs maladies ou de plusieurs maux dont nous souffrons. Mais lorsque j'ai pris conscience de cela, je dois me dire, j'ai des enfants. J'ai des frères. La postérité
nous devons tout faire pour qu'on n'utilise plus ces sachets. Ça ne doit plus être une question de pression. On n'a plus besoin de gendarmer les consommateurs avant qu'ils ne participent à la mise en œuvre au respect de cette loi. Vous parlez si bien des Donc l'information et l'éducation du consommateur doivent être la priorité de nous tous. Ça doit devenir, même ça fait partie des cours à donner dans nos écoles. Ça doit faire partie parfois de l'homélie que le prêtre ou le pasteur doit faire à l'église. Ça doit faire partie des débats que nous devrions avoir. Donc, si on fait ça dans les écoles, dans les églises, vous n'existez plus pratiquement. Justement, qui est mieux outillé pour partager l'information? C'est les associations de consommateurs. Donc, ça se fait. Hein. Vous savez, il y a des églises qui nous invitent. Et au sortir de la messe, c'est cela que nous vous disons. Au sortir de la messe, nous faisons ces genres de partage d'informations avec les fidèles et ça rend beaucoup service par rapport, par exemple, à ce qui s'est présenté dans le cadre de l'empoisonnement que nous avons connu avec le bromate de potassium dans les pains. Mais nous avons fait cette action dans beaucoup d'églises. Mais vous savez quelles ont été les réactions des fidèles? Mais désormais, nous réduirons notre consommation du pain. Parce que tant que nous ne sommes pas sûrs de la qualité du pain que nous consommons, nous voulons vivre un peu plus longtemps. Vous savez, le cancer, ça tue beaucoup d'enfants aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question. Robin Akromessi, président de l'association de la Voix des consommateurs, vous existez depuis quand? Nous existons depuis 11 ans. Vous, depuis votre ONG, vous existez depuis 11 ans. Pourquoi vous ne fédérez pas vos efforts avec d'autres associations pour porter votre voix, pour que les consommateurs se sentent portés par des hommes et des femmes qui sont au pluriel? Nous avons fait cette première expérience en 2013. Nous avons mis sur pied le CENAC, le Conseil national des associations de consommateurs. Ça a fait son petit bonhomme de chemin, mais vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est celle que nous vivons dans chaque association. Le Béninois n'a pas l'aptitude à la sociabilité, à travailler de façon associative. Dès qu'il y a une organisation, vous vous retrouvez malheureusement en tant que 2 ou 3 leaders à porter la charge de toute l'association. Ça pèse énormément. Vous donnez de vos ressources humaines, vous donnez de vos ressources matérielles et financières. Vous donnez de votre temps. Finalement, vous n'appartenez même plus à votre famille. Vous savez, cette expérience, ça a conduit aujourd'hui à ce que nous sommes en train de refondre pour mettre sur pied une nouvelle plateforme plus outillée parce que nous nous sommes dit il faut des personnes qui sont autant engagées que nous. Et vous avez vu mes collègues tout à l'heure, le président Kouéou, le président Baguidi, le président Bernard Dossou-Dossa, le président Mbodjen qui est à Parakou, et nous sommes en train de mettre sur pied la prochaine structure que vous verrez plus efficace que jamais, qui va contribuer à améliorer la protection des consommateurs. Qu'elle sera efficace, mais n'empêche que sur le terrain, par exemple, il y a de mauvais retours qui viennent concernant les différentes associations de consommateurs où on vous traite à la limite de véreux. Que répondez-vous à ce genre de commentaires? En quelques minutes. Vous savez, mon organisation n'est pas véreuse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des comportements véreux. Mais vous savez, moi je voudrais attirer l'attention de nous tous sur le fait que lorsque je ne me refuse pas de m'abreuver à l'information, c'est parce que quel que soit ce qu'on dit sur le journaliste, ça ne m'intéresse pas. C'est l'information que donne le journaliste qui m'intéresse. Et donc, c'est pareil à l'église. Hein? Tout le monde n'est pas forcément saint. Mais vous avez des prêtres et des pasteurs qui sont formidables, qui font de très bonnes choses. Et c'est à ça que j'invite chaque consommateur. Intéressez-vous à ce qui vous est enseigné. Si ça vous profite, utilisez-le. Si vous estimez que ça ne vous profite pas. Mais le drame est ceci. Si vous participez à ce jeu des fournisseurs qui ont intérêt à ce que les associations de consommateurs disparaissent pour que le tapis rouge leur soit déroulé, mais c'est vous qui allez vous en mordre de doigts. Parce que dès qu'il y aura plus d'associations de consommateurs, vous verrez, quel que soit ce qui va être fait, il n'y aura pas un petit bout de doigt. Et d'ailleurs, on ne s'inquiétera plus de rien. Le consommateur béninois ne réclame pas. Vous savez, on s'est battu pour que l'ARCEP Bénin prenne une décision en matière de traitement et de procédure par rapport aux réclamations. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, si vous, en tant que consommateur, vous avez des difficultés avec les opérateurs de téléphonie mobile, avec le secteur des communications électroniques et de la poste, portez plainte au niveau de l'ARCEP et vos problèmes seront résolus si vous n'avez pas été satisfait par l'opérateur dans un délai de 30 jours. Merci Robin Akromessi.
Et malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Patrick Adjagbojo, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Eh bien, que faut-il retenir essentiellement? En tant que consommateur, vous avez des droits. Non seulement cela, vous avez également des responsabilités. Et les Nations Unies en fisquent 5 responsabilités du consommateur: être décidé à se défendre lorsqu'il sait que sa cause est honnête et juste, être socialement responsable, être averti et critique, être solidaire et pour finir, être écologiquement responsable. Robin Akambessi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Rodrigue Babagweto, pour avoir conduit cet entretien avec cette très belle conclusion. Robin Akambessi, merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes sur le terrain, nous allons vous suivre de près parce que vous avez réclamé vos actions. Invitez-nous davantage, nous avons tellement de choses à partager avec les populations, nous avons tellement d'actions à mener. Merci à vous, Robin Akambessi, fidèle téléspectateur de BB24 de l'émission Week-Eco. Merci de votre aimable attention. Ce sera tout pour l'émission Week-Eco. Retrouvez votre émission en nouvelle diffusion lundi à 11h, aussi en replay sur la chaîne YouTube de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Portez-vous bien et à très vite.